Merci à tous d'être là ce soir. On va pendant une heure discuter un petit peu des résultats de la cohorte psycho et plus particulièrement de la cohorte psycho bipolaire. Donc, je vais vous faire une petite introduction un petit peu générale. Ensuite, le professeur Philippe Courtet va vous faire une présentation des principaux résultats et puis on va vous montrer quelques petits exemples de recherches qui ont été réalisées grâce aux données de la cohorte psycho. Et puis pour finir, le professeur Lorca va vous donner quelques mots de conclusion pour vous présenter la suite de cette course. Donc, je vais partager mon écran. Donc, moi, je m'appelle Ophélia Godin, je suis épidémiologiste de formation et je suis chercheuse au sein de l'unité INSERM du professeur Marion Leboyer et à la Fondation fondamentale. Et depuis une dizaine d'années maintenant, je travaille à partir des données des cohortes des centres experts et je suis en charge de l'aspect épidémiologique de cette cohorte. Mais avant de commencer, de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on voulait d'abord vous remercier vraiment tous et vous dire un grand merci pour votre participation dans cette cohorte. C'est vraiment important. Votre engagement, il est essentiel pour faire avancer la recherche et améliorer la prise en charge des maladies mentales. Donc, quand on rentre en cohorte, quand on participe à une cohorte, on ne sait jamais trop à quoi ça sert. Une cohorte, ça permet de suivre un groupe d'individus pendant plusieurs années afin d'évaluer, d'étudier l'évolution de leur santé ou l'évolution de leur maladie en fonction des sujets qui ont été inclus, et puis de regarder, d'essayer d'étudier des facteurs qui peuvent modifier l'évolution de cette pathologie ou des trajectoires des individus. Et c'est vraiment un outil qui est clé de la recherche en santé publique et qui va fournir un certain nombre d'indicateurs pour améliorer la prise en charge. Alors, pourquoi participer à une cohorte? Eh ben, parce que déjà, on peut mieux comprendre sa maladie. On peut potentiellement avoir accès à des innovations thérapeutiques avec la possibilité de bénéficier de plutôt de nouvelles approches diagnostiques et thérapeutiques. Et puis, s'engager pour la communauté, c'est important parce que ça permet d'une manière générale à contribuer à l'amélioration des prises en charge. Alors, les maladies mentales, c'est vraiment un enjeu majeur de santé publique, hein. Aujourd'hui, on sait qu'une personne sur trois a été, est ou sera atteinte par une maladie mentale. C'est la première cause mondiale de handicap selon l'OMS. Et en France, on considère qu'environ 12,5 millions de personnes sont concernées par les maladies mentales. Donc, c'est la première cause d'arrêt de travail devant les cancers et également la première cause de dépenses en santé en France avec un coût qui a été estimé à 163 milliards d'euros en 2018. Et malgré tout ça, il y a encore un énorme besoin non satisfait et non rempli, en particulier dans la recherche. On manque encore de marqueurs de diagnostic, de marqueurs de pronostic de la maladie. On ne sait pas bien qui va répondre ou pas répondre au traitement. Et on est assez peu d'innovation diagnostique ou thérapeutique depuis ces dernières années. Donc, c'est dans ce contexte-là que la cohorte psycho, elle a été mise en place. Elle est coordonnée maintenant par la Fondation fondamentale depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Elle a permis d'inclure 1618 individus atteints de troubles bipolaires ou de schizophrénie. L'objectif global, mais je vais revenir sur les différents objectifs spécifiques, était d'identifier des facteurs cliniques et biologiques de la progression de la maladie. C'est une cohorte qui a été financée par un programme qu'on appelle le programme d'investissement d'avenir, qui est un programme de l'Agence nationale de la recherche et qui a été également soutenu par un certain nombre de mécènes à la Fondation fondamentale. Donc la cohorte psycho, elle se décline en deux pathologies. La cohorte schizophrénie, où on a pu inclure 649 individus dans la cohorte, et la cohorte bipolaire, qui a pu inclure 969 individus. 969 individus. Voilà, si on regarde un petit peu plus en détail, vous avez ici le bilan des inclusions par centre. Alors, on voit qu'il y a une variation en fonction des centres. Il y a des centres qui recrutent un peu plus que d'autres. Ici, vous avez le nombre de patients qui ont été prélevés. Donc, globalement, il y a eu un très bon taux de prélèvement puisque plus de 90% des individus ont été prélevés. Par contre, le suivi longitudinal est plus difficile. On voit que c'est plus difficile de suivre les personnes parce qu'on a en gros ce qu'on appelle un fort taux de perdu de vue, une grosse attrition quasiment à 50% des individus au cours du temps.
Alors, quels sont les objectifs de la cohorte en soi? Il y avait différents objectifs. Le premier était d'identifier des formes cliniques de la maladie en fonction de différentes caractéristiques, par exemple l'âge de début, la présence d'un déclin cognitif, l'existence de comorbidités somatiques. Un autre objectif était de caractériser des trajectoires des patients grâce à des symptômes, à des comorbidités ou à des biomarqueurs. On a également eu comme objectif d'estimer l'impact de la prise en charge en centre expert, de leurs coûts médico-économiques, sociétals, ainsi que de la qualité de vie des patients. Et vous aurez une présentation plus spécifique dessus tout à l'heure. Également l'identification de biomarqueurs du diagnostic, et c'est pour ça que du coup les individus de la cohorte ont été prélevés. Ça nous a permis de construire une biobanque qui nous permet ensuite d'analyser les marqueurs sanguins. Et puis d'une manière un peu plus générale, cette cohorte avait aussi pour objectif de mettre en place des collaborations académiques nationales et internationales afin d'accélérer le progrès scientifique dans l'étude de ces pathologies. Donc la cohorte psycho, elle, elle est basée sur les centres experts, qui sont donc un réseau de soins et de recherche pour spécialisés dans 4 pathologies, pour les troubles bipolaires, les schizophrénies, les dépressions résistantes et l'autisme sans déficience intellectuelle. Ça correspond à environ 53 centres experts en France. Vous avez la carte ici avec tous les centres. Et donc aujourd'hui, on estime que plus de 8000 individus ont été évalués dans ces centres, ce qui a permis de recueillir un grand nombre de données à la fois cliniques et biologiques, et qui a permis de créer des cohortes. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la cohorte bipolaire en France, issue des centres experts, c'est parmi les plus grandes cohortes au monde. Donc, ce réseau de centres experts, que vous connaissez, hein, c'est un système de recours spécialisé par pathologie, donc gradué, qui est intégré dans le parcours de soins. Alors, comment ça se passe concrètement? Donc, les individus sont adressés par leur psychiatre ou leur médecin traitant. Ensuite, il y a un bilan diagnostique exhaustif et standardisé qui est réalisé en centre expert par une équipe multidisciplinaire avec des psychiatres, des psychologues, des neuropsychologues, des infirmiers, par exemple. Un certain nombre de recommandations thérapeutiques personnalisées sont données aux personnes concernées, à leur entourage ou aux médecins adresseurs. On peut également proposer, comme c'est le cas par exemple pour Psycho, des protocoles de recherche clinique. Les données de ces protocoles sont ensuite analysées par l'ensemble des chercheurs et publiées au niveau international. Et puis, on essaye de partager ces résultats autant qu'on peut avec les personnes concernées. Alors, je ne vais pas rester très longtemps dessus parce qu'on va en reparler après, mais les centres experts ont permis, la prise en charge par les centres experts et le suivi a permis de montrer une amélioration du pronostic des personnes avec une amélioration clinique, une diminution des symptômes, une diminution des comorbidités, une amélioration du fonctionnement global et de l'adhérence au traitement, mais on vous en reparlera très certainement après. Les centres experts, ça permet également d'avoir un impact sur la recherche et l'innovation avec un certain nombre de collaborations avec des équipes de recherche à la fois nationales et internationales. Ça permet également de partage d'outils. Alors, ça peut être des outils diagnostiques, ça peut être des bases de données, des biobanques ou encore des travaux de recherche. Ça permet également, bien sûr, à la France de donner une vraie visibilité en termes de publications scientifiques, un vrai rayonnement. Et par exemple, on sait que le professeur Marion Leboyer et le professeur Franck Bellivier sont tous les deux parmi les 10 premiers auteurs internationaux sur les maladies psychiatriques. Et puis, bien sûr, ça permet la découverte des découvertes majeures en psychiatrie, comme par exemple la découverte de certains gènes impliqués dans l'autisme, l'implication des maladies immuno-inflammatoires au cœur des maladies mentales, les comorbidités somatiques, et je vais reprendre la parole un peu plus tard dans la soirée pour vous en parler, mais également l'impact de certains facteurs de risques environnementaux, par exemple, ou du style de vie et l'importance de ces facteurs dans les troubles bipolaires. Pour finir, avant de laisser la parole au professeur Courtet, voilà, c'est pour vous montrer un peu le nombre de publications qui est vraiment exponentiel depuis le début de la cohorte, avec plus de 135 publications scientifiques internationales. Et encore aujourd'hui, on a des chercheurs qui s'intéressent
à ces données et qui travaillent et font des demandes d'extraction pour pouvoir avoir accès et faire de la recherche sur les troubles bipolaires. Voilà, ça c'est un exemple de comment ça se représente. J'arrête mon partage et je laisse la place au professeur Courtet. Vous aurez la possibilité après de poser quelques questions après sa présentation. Merci beaucoup, Ophélia. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de votre présence. Je suis très heureux de pouvoir partager avec vous ce survol des publications qui ont pu être réalisées à partir de la cohorte des patients souffrant de troubles bipolaires qui ont été inclus dans les centres experts. Alors, on est plus large que le projet psycho dont a parlé Ophélia. Là, c'est davantage tout ce qu'on a pu, enfin, un digest de ce qu'on a pu réaliser comme étude à partir de tous les patients qui ont été inclus dans la cohorte bipolaire des centres experts de la Fondation fondamentale et qui ont pu être suivis vers les centres experts. Alors, bon, Ophélia l'a rappelé, quels sont les objectifs de cette cohorte rapidement? C'est parce que c'est un peu ce que je vais parcourir. Donc, je vous rappelle, vous savez, des patients qui sont... En fait, tout type de patient souffrant de troubles bipolaires peut être évalué dans les centres experts. Il n'y a pas beaucoup de barrières à cela, j'y reviendrai. Ce qui nous permet de pouvoir évaluer un grand nombre de patients et de suivre un grand nombre de patients. Je crois que le nombre de centres experts pour le trouble bipolaire augmente progressivement et qu'on en compte 17 actuellement. Et donc les objectifs de la cohorte, mieux comprendre le trouble bipolaire, mieux caractériser l'évolution de ce trouble bipolaire, qui est une maladie chronique et faite d'épisodes récurrents, et mieux comprendre le rôle des comorbidités, à la fois psychiatriques et somatiques, caractériser également plus finement ce qui se passe entre les épisodes, entre les rechutes, à la fois en termes de symptômes qui peuvent persister, qu'on appelle les symptômes résiduels, de régulation des émotions, qui sont évidemment au centre du trouble bipolaire, de troubles du sommeil, de problèmes de fonctionnement, etc. Identifier les signatures à la fois cliniques et biologiques qui peuvent nous améliorer dans la prédiction d'une rechute avant qu'elle ne survienne, de façon à anticiper une adaptation thérapeutique et aussi pouvoir décrire des trajectoires de fonctionnement. Et puis, dernier point, Ophélia l'a présente, évaluer le rapport coût-efficacité de cette nouvelle organisation des soins qui est proposée par ce réseau de centres experts. Alors, qui sont les patients donc, on compte, ces publications se sont basées sur plus de 4000 patients souffrant de troubles bipolaires inclus dans les centres experts. Donc encore une fois, un immense merci à tous ces patients qui sont prêtés au jeu de la recherche et évidemment grâce auxquels tout ceci est possible. Je disais qui sont ces patients, il n'y a qu'une restriction finalement. Ce sont dans les centres experts, on n'évalue pas les patients en crise, en épisode thymique majeur, en dépression importante ou bien à travers un épisode maniaque, puisque ceci, évidemment, serait incompatible avec cette évolution, cette évaluation très large, très minutieuse, très précise que l'on réalise. Nonobstant, les patients, comme on le voit sur la partie droite, sont certes en rémission, mais c'est-à-dire en dehors d'un épisode dépressif franc ou d'un épisode maniaque ou hypomaniaque, mais ils présentent souvent des symptômes dans la grande majorité des cas, donc ce qu'on appelle une rémission subsyndromique. Les trois quarts des patients présentent encore des symptômes sans être dans un épisode majeur. Et ceci permet également d'observer, c'est peut-être en rapport, une altération du fonctionnement chez la moitié des sujets, des troubles du sommeil très fréquents et également une fréquence importante du surpoids et de l'obésité. Je suis passé sur les caractéristiques sociodémographiques. Bon, en moyenne, un âge moyen des patients de 40 ans, en majorité des femmes, des troubles bipolaires de type 1 avec état maniaque ou de type 2 avec état hypomaniaque, ou un peu plus exotique, non spécifié, comme on dit. Mais vous voyez que les patients pour des patients qui ont un âge moyen de 40 ans, on présente des troubles qui évoluent déjà en moyenne depuis 17 ans et qui ont déjà subi 9 épisodes en moyenne, bien entendu. C'est-à-dire qu'on observe potentiellement une grande diversité. Ces patients, presque en major... enfin, pour la moitié en couple stable, les trois quarts présentent un diplôme de l'enseignement secondaire et pourtant des taux de chômage qui sont extrêmement importants, de plus de 20%. Alors parmi ces 4400 individus, un grand nombre sont prêtés aux réévaluations
de suivi, 60% avec en moyenne 3 évaluations de suivi, et ce qui, comme le disait Ophélia Godin, est la force d'un suivi de cohorte, puisqu'on peut évaluer de façon répétée dans le temps les patients et donc voir comment les choses évoluent à partir des mesures que l'on a faites. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'il en est des comorbidités psychiatriques? Ben, finalement, comme on le sait, avoir un autre trouble psychiatrique est la règle quand on souffre d'un trouble bipolaire, très souvent des troubles anxieux, mais également des troubles de l'usage de substances, alcool ou cannabis. Plus récemment, on a pu montrer que la fréquence des troubles du comportement alimentaire, anorexie, boulimie ou hyperphagie boulimique est très importante, de 16% de ces sujets. Le tabagisme est également fréquent. Et ce qui est intéressant, c'est que si on cherche à décrire, on cherche aussi à essayer de mieux comprendre. Le tabagisme, dans ses publications, a été montré comme associé à plus de sévérité des troubles, plus de symptômes, plus de comorbidités données classiques, mais il est extrêmement intéressant d'observer que chez les patients qui ont arrêté de fumer, eh bien, il y a un effet réversible sur l'aspect clinique et le pronostic de la maladie et des comorbidités s'améliore. Donc, c'est quelque chose que l'on a souvent du mal à avoir à l'esprit. Il est important, y compris pour les psychiatres, de proposer un sevrage, y compris chez les patients souffrant de troubles bipolaires. Il existe une fréquence, les troubles bipolaires est le trouble psychiatrique à plus haut risque de conduite suicidaire. 38% dans la cohorte avaient déjà réalisé une tentative de suicide, et c'est ce dont on parlera plus en détail, AST, l'invénité. On cherche à comprendre, je disais, par exemple, les troubles du comportement alimentaire, donc 16%, ça veut dire que c'est très fréquent, qu'on ne le recherche pas systématiquement, loin de là, dans le trouble bipolaire. Et dans ces études, on a pu et chercher à commencer à identifier un profil de patient qui serait particulièrement à risque de présenter un trouble des conduites alimentaires, plus de labilité affective, hein, qui est un trait très associé au trouble bipolaire, plus de maltraitance infantile. Donc, essayer d'identifier des profils, non pas des portraits robots, mais des profils à risque, doit nous permettre de mieux dépister et donc de mieux prendre en charge ces troubles qui sont associés. Les comorbidités médicales, alors là, le point extrêmement fort, c'est que la première ligne l'indique, les patients souffrant de troubles bipolaires qui n'ont aucun trouble médical sont des exceptions. La règle est de présenter une comorbidité médicale. La moitié des patients avaient au moins 2 comorbidités médicales, et on liste ici les plus fréquentes qui sont en rapport avec les problèmes métaboliques, cardiovasculaires, les céphalées et les migraines. Également, on a pu identifier récemment que la douleur chronique physique est extrêmement fréquente, puisque un patient sur 5 en présente, et qu'elle est associée, qu'elle impacte le pronostic, elle altère le pronostic du trouble bipolaire en étant un facteur prédictif de la survenue d'une dépression à 1 an, et altérant également la qualité de vie et le bien-être. Et puis, Ophélia Godin en reparlera plus en détail, une grande spécialiste du sujet. Le syndrome métabolique est particulièrement fréquent chez ces sujets, et il est particulièrement sous-traité, ce qui évidemment est associé à un pronostic cardiovasculaire qui est altéré chez les patients souffrant de troubles bipolaires. Et là encore, l'idée est de décrire, mais aussi de mieux comprendre. Et par exemple, il a pu être montré dans cette cohorte que les patients souffrant de migraines étaient plus particulièrement des jeunes femmes qui présentent également des antécédents de traumatisme de l'enfance, des troubles du sommeil, plus de morbidité. Et donc ceci qui doit, nous appeler à détecter de façon systématique, et aussi à prendre en charge de façon intégrée ces troubles qui sont qui sont fréquemment associés dans le trouble bipolaire. Alors évidemment, on évalue qu'en est-il des traitements que reçoivent les patients lorsqu'on les reçoit initialement dans la première évaluation dans les centres experts, donc en moyenne de traitements psychotropes, évidemment le panel des régulateurs de l'humeur, anticonvulsivants, antipsychotiques, lithium, mais une observation frappante et extrêmement importante, un grand nombre de patients, 39%, reçoivent un antidépresseur, et on sait que les antidépresseurs dans le trouble bipolaire sont potentiellement dangereux, c'est-à-dire qu'ils sont potentiellement, leur usage doit être réalisé avec parcimonie, avec un grand nombre de règles. C'est pour ça qu'on marque que l'usage des antidépresseurs contrevient aux recommandations internationales, puisque les antidépresseurs peuvent mettre de l'huile sur le feu, donc une question qui appelle à la prudence. Et puis, un grand nombre de patients, on y reviendra plus tard, présentent une mauvaise adhésion à leur traitement médicamenteux. Donc c'est bien gentil de faire des ordonnances, encore faut-il qu'elles aillent jusque
chez le patient qui en fasse un bon usage. Et puis, au sein du réseau de centres experts, plus récemment, on a pu développer des outils, enfin, commencer le développement d'outils qui permettent de mieux surveiller, mieux monitorer l'usage de médicaments, comme en épileptologie par exemple, la lamotrigine. Quelle est la dose optimale chez un patient? On sait ça en épilepsie, qui est une autre indication du médicament. On ne sait pas encore dans le trouble bipolaire. Également des outils pour mieux évaluer les effets cognitifs potentiellement délétères sur les cognitions des médicaments anticholinergiques qui sont fréquemment utilisés. Alors évidemment, l'intérêt majeur d'avoir un suivi de cohorte d'un grand nombre de patients, eh bien, c'est d'abord de pouvoir en fait, connaître l'évolution plus précisément. Ophélia le disait, c'est quand même un élément extrêmement important. Les 1000 premiers patients, après 2 ans de suivi, présentaient une diminution considérable du nombre de rechutes, du nombre d'épisodes, du nombre d'hospitalisations et de la durée des hospitalisations. Donc, passer dans les mailles des centres experts, ça permet probablement à travers les recommandations basées sur des preuves qui sont envoyées systématiquement aux médecins adresseurs, eh bien, de mieux utiliser les traitements psychotropes, de proposer d'autres recommandations thérapeutiques, d'améliorer l'adhésion, peut-être de faire participer les patients à des groupes de psychoéducation qui sont souvent proposés dans les différents centres. Donc un ensemble de mesures qui semblent quand même largement bénéfiques pour les patients et le pronostic du trouble. Mais le suivi prospectif, ça permet aussi de mieux comprendre les facteurs qui sont associés aux rechutes, puisque malheureusement elles surviennent dans un grand nombre de cas. Et par exemple, de façon très résumée, pour dire qu'on a pu, dans cette très belle étude, montrer que les récidives, les nouveaux épisodes, sont associés à un certain nombre de caractéristiques cliniques, sévérité de la dépression, activation comportementale, plus d'évolution par cycle rapide, répétition et succession et accélération des épisodes, et que ceci justifie une évaluation clinique qui soit minutieuse, approfondie, plus qu'elle n'est réalisée dans les consultations courantes, de façon à pouvoir redresser la prise en charge thérapeutique, encore une fois multifocale, pharmacologique et psychologique. Juste une minute pour m'arrêter sur cet aspect-là, il faut le citer. Les traumatismes dans l'enfance font l'objet d'un grand nombre de recherches à travers le réseau, et pas seulement, mais en particulier à travers le réseau. Et cette très belle étude nous montre, par exemple, que les sujets qui ont présenté des abus ou des négligences tôt dans leur vie présente un risque de rechute thymique augmenté à côté des facteurs que j'évoquais précédemment, des facteurs cliniques, sévérité des symptômes, accélération des cycles, etc. Et ceci donc doit nous inviter à envisager, à proposer, à tester, à évaluer des stratégies qui pourraient être centrées sur le trauma en association au traitement classique du trouble bipolaire, puisque cette histoire de trauma est un facteur prédictif qui grève le pronostic du trouble bipolaire. Voilà, en conclusion, donc un grand nombre de travaux qui permettent de mieux comprendre beaucoup de publications, Ophélia Godin le disait, donc qui permettent de mieux comprendre, mieux décrire le trouble bipolaire, ses trajectoires évolutives, qui a pu permettre d'évaluer le coût associé au trouble bipolaire qui est extrêmement important et qui peut être réduit à travers le passage dans les centres experts. Mais évidemment, la modélisation des trajectoires ne peut pas reste imprécise avec les seules données cliniques que l'on a à notre disposition. Il y a toujours des patients qui, même recevant les bonnes recommandations internationales, continuent de présenter une dégradation fonctionnelle ou bien des récidives. Et d'où l'intérêt pour les travaux qui vont se réaliser maintenant dans ces grandes cohortes sur lesquelles on va travailler, intégrer des données biologiques, intégrer les outils moléculaires de la génétique, de la génomique, intégrer les données de l'imagerie cérébrale, intégrer la santé connectée, le suivi grâce aux applications smartphone, de façon à mieux prédire, à essayer de mieux identifier à l'avance la possibilité de rechute et l'altération du fonctionnement. Et évidemment, ceci doit nous inviter à pouvoir développer également des interventions personnalisées qui soient adaptées strictement aux problématiques présentées par les patients. Et donc des perspectives qui nous invitent à chercher à être encore plus précis. C'est l'évolution que l'on suit vers une médecine de précision, vers une médecine plus personnalisée et intégrative. Essayer de mieux préciser les déterminants
de la réduction des hospitalisations, qui a été mise en évidence dans chez les premiers patients recrutés dans les centres experts, de façon à mieux identifier qu'est-ce qu'il en est de l'adhésion thérapeutique, qu'en est-il de l'effet des groupes de psychoéducation, des groupes d'éducation au lithium quand ils existent et quand les patients en bénéficient, essayer de mieux caractériser l'évolution des trajectoires de modification de traitement. Si on modifie les traitements, c'est qu'il y a sûrement une bonne raison. Mais qu'est-ce qui peut la sous-tendre sur un plan de caractérisation des patients, le développement des outils de suivi numérique, je le disais, et puis essayer d'affiner la personnalisation des prises en charge avec des interventions ciblées qui cherchent à améliorer le fonctionnement, améliorer la cognition, donc à côté de l'équilibre thymique, de la prévention des rechutes, et puis évidemment, un objectif majeur, essayer d'optimiser la prévention et l'intervention précoce, d'où l'intérêt de prédire le risque de survenue d'un nouvel épisode le plus tôt possible, de façon à pouvoir agir de façon efficace avant qu'il ne survienne. Et puis, une perspective qui est rendue possible maintenant par des progrès dans l'organisation de la recherche en France, il est possible de lier les données cliniques et seront maintenant paracliniques de la cohorte des patients bipolaires des centres experts aux bases de données médico-administratives de façon à pouvoir mieux comprendre les trajectoires de soins, le recours aux soins, l'utilisation des soins et de façon à se faire une idée encore plus précise de l'utilisation des soins dans la vie réelle de ces patients. Voilà, en conclusion, donc, Ophélia le rappelait, la cohorte des patients bipolaires de fondamentale est une grande cohorte française, qui est une des plus grandes au monde, qui permet un phénotypage, une caractérisation clinique très approfondie, qui permet un suivi minutieux des patients, qui permet donc une amélioration du pronostic des patients, mais aussi qui fait la promotion de la recherche de la recherche clinique dans le trouble bipolaire. Et donc, évidemment, on compte sur une reconnaissance institutionnelle telle qu'elle serait méritée pour les équipes et pour les patients que l'on prend en charge, de façon à pouvoir continuer à disposer des financements publics qui sont évidemment indispensables à la poursuite de ces travaux et de cette organisation originale des soins. Je vous remercie. Il y a une question. Il me semble qu'il y a aussi une forte comorbidité avec le TDAH, dont certains symptômes sont similaires. Est-ce que vous avez plus d'informations dessus ou pas? C'est de nouveau un sujet qui est extrêmement intéressant. Effectivement, comorbidité, on peut élargir la question à la personnalité borderline également. Des troubles qui sont effectivement comorbides, mais des troubles qui peuvent, sur le plan symptomatique, se chevaucher, qui peuvent se succéder dans le temps. Le trouble déficitaire de l'attention, hyperactivité dans l'enfance, et puis qui peut faire le lit pour ensuite un trouble bipolaire. Donc, effectivement, il existe une comorbidité. Effectivement, il est nécessaire chez les patients souffrant de troubles bipolaires de dépister le TDAH spécifiquement, qui potentiellement, comme je l'illustrais avec mes propos sur le tabagisme ou autre, qui peut altérer le pronostic. Donc évidemment, la nécessité d'une évaluation systématique pour le TDAH, de caractériser mieux les conséquences du TDAH et de caractériser la prise en charge adaptée du TDAH à la fois en termes d'amélioration de ce trouble, mais aussi de quelle façon est-ce que sa prise en charge peut améliorer le pronostic du trouble bipolaire. Donc, tout à fait des travaux qui sont extrêmement importants, pas seulement pour distinguer ces deux troubles, mais également pour mieux comprendre leur association et ses Merci impacts. beaucoup. Je vois qu'il y a également des questions sur le syndrome métabolique, mais je vais vous faire une présentation juste derrière, donc on ne va pas s'attarder dessus. Il y a une question, est-ce que le passeport bipolaire va continuer? Le passeport bipolaire, c'est une étude aussi qui est un petit peu sur le même format que les centres experts, avec un suivi régulier euh, par les professionnels de santé. Et donc ça, par contre, je vais laisser le Peut donner professeur une- Lorca en dire deux mots. En fait, nous sommes en pleine discussion, donc l'expérimentation est terminée, mais nous sommes en pleine discussion sur les possibilités de généralisation compte tenu des résultats tout à fait impressionnants qu'on obtient en termes sur l'évolution, compte tenu par l'utilisation conjointe d'un outil numérique et du suivi par les case managers. Donc, c'est à suivre. On vous tiendra D'accord, au courant. merci beaucoup. Il y a une question sur est-ce qu'on peut à ce jour participer à une cohorte, on va revenir dessus. Il y a des questions chez une personne qui donc atteinte de troubles bipolaires de type 1, qui présente des taux de lithium bas subthérapeutiques malgré des doses élevées et une excellente observance.
et quels sont, selon les dernières recherches, les facteurs sous-jacents les plus probables. Voilà, est-ce qu'il existe des biomarqueurs émergents ou des tests pharmacogénétiques qui pourraient aider à adapter la posologie du lithium pour des personnes dans ce cas-là? Alors, c'est vrai qu'il y a Euh, des groupes, vous citez Franck Bellivier tout à l'heure, qui a un groupe de recherche spécifiquement sur le lithium. Donc, c'est une question, le lithium est un médicament d'intérêt majeur, mais qui a un mécanisme d'action extrêmement compliqué, un métabolisme compliqué. La première chose que l'on recommande, c'est de faire un dosage de lithium intra-érythrocytaire, puisqu'il peut exister chez des patients parfaitement observants, avec fait une très bonne observance, un taux très bas de lithium plasmatique et par contre la concentration intra-érythrocytaire doit nous aider à connaître la réalité du taux potentiellement thérapeutique. Merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de questions, mais on va pas avoir le temps de tous les traiter parce qu'on a encore quelques présentations. Il y a une question sur les modes d'intervention centrés sur les traumas dans l'enfance pour prévenir les rechutes. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots? Alors, juste deux mots, il y a des thérapies qui sont largement développées, enfin, sûrement pas assez diffusées, mais qui existent, qui sont centrées sur le trauma. Et donc, l'idée de mon propos était identifions ces sujets qui sont nombreux, qui présentent une histoire de maltraitance infantile et laquelle a un pronostic, enfin, induit un pronostic qui peut être défavorable en termes de comorbidité, mais également de pronostic de rechute du trouble bipolaire. Et chez ces sujets, alors, il pourrait être licite, en association au traitement par lithium, en association à la psychoéducation pour le trouble bipolaire, de réaliser une thérapie centrée, une psychothérapie, donc centrée sur le trauma. Donc, ce qui a l'air d'être complètement indépendant, mais compte tenu de l'impact du trauma, de l'histoire de trauma sur le pronostic bipolaire, ça mérite d'être une thérapeutique adjacente, adjuvante. Merci beaucoup. Moi, je vais vous parler un petit peu plus du syndrome métabolique et des facteurs de risque cardiovasculaire de manière générale. Donc, pour commencer, quelques mots un petit peu sur le contexte et des données un petit peu épidémiologiques. On sait aujourd'hui, les données de la littérature ont montré une diminution de l'espérance de vie entre 10 et 20 ans chez les individus souffrant de troubles bipolaires par rapport à la population générale. Il y a des données internationales, mais il y a aussi des données françaises. Ici, je vous ai présenté les résultats d'une étude qui vient des données de l'assurance maladie, qui a été réalisée par l'IRDES et qui montre bien l'écart d'espérance de vie entre les individus suivis pour un trouble bipolaire. Alors ici, ils appellent ça trouble maniaque et bipolaire et, et la population générale. Donc voilà, avec 13 ans en moyenne, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Un point qui a rapidement pu être mis en évidence par les recherches également, c'est que cette surmortalité, elle est avant tout due à la présence de comorbidités physiques et en particulier des maladies cardiovasculaires et du cancer qui sont les premières causes de mortalité dans cette population. Donc, depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, je m'intéresse aux troubles, au syndrome métabolique et aux facteurs cardiovasculaires de manière générale. Alors, le syndrome métabolique, qu'est-ce que c'est? C'est pas une maladie en soi, hein, c'est un ensemble d'anomalies physiques et biologiques qui vont prédisposer au risque cardiovasculaire. Donc, si on présente un syndrome métabolique, on a 2 à 3 fois plus de risque de présenter une maladie cardiovasculaire, 5 fois plus de risque de présenter un diabète de type 2, par exemple. Et donc, ça comprend l'obésité, en particulier l'obésité abdominale, donc au niveau du tour de taille, l'hypertension, des anomalies lipidiques comme des taux élevés de triglycérides ou des taux bas de bon cholestérol, le cholestérol HDL, et puis des niveaux élevés et également de glycémie. Quand on présente 3 critères sur les 5, alors on considère que la personne a un syndrome métabolique. Et grâce aux données de la cohorte, on a pu montrer par exemple que la prévalence, donc la prévalence c'est la fréquence de la maladie, donc la fréquence du syndrome métabolique est élevée dans cette population, 2 fois plus qu'en population générale. Et on a pu également montrer que les individus souffrant de troubles bipolaires n'étaient pas correctement traités, ou en tout cas pas de manière adéquate, puisque vous pouvez le voir ici sur ce graphique,
globalement, entre 70 et 90% des individus ne sont pas correctement traités pour chacune de leurs maladies, des facteurs de risque cardiovasculaire. Un petit peu plus récemment, on s'est intéressé à la stéatose hépatique non alcoolique qui correspond à la manifestation hépatique du syndrome métabolique, donc au niveau du foie. Comme pour le syndrome métabolique, c'est une maladie c'est une condition qui est asymptomatique, qui est caractérisée par une accumulation de graisse au niveau du foie. Globalement, on ne va pas voir de symptômes cliniques, à part potentiellement un foie qui va être un peu augmenté de volume. Mais lorsque rien n'est fait, une inflammation peut se produire, s'installer et aller jusqu'à la cirrhose. Et encore une fois, grâce aux données de la cohorte, on a pu montrer que la prévalence de la stéatose hépatique non alcoolique était très fréquente dans les troubles bipolaires, donc avec, encore une fois, 2 fois plus qu'en population générale. Vous voyez, 40% chez les hommes, 20% chez les femmes. Il y a toute une série de facteurs et de causes qui expliquent cette prévalence élevée des facteurs de risque cardiovasculaire. Je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans le détail aujourd'hui, mais ça va être des facteurs qui vont être liés au style de vie, aux addictions, des facteurs également socio-économiques, les effets secondaires de certains traitements psychotropes. Et puis, il y a des études qui suggèrent également qu'il y a une réelle susceptibilité à l'apparition de ces maladies cardiovasculaires avec des facteurs génétiques et biologiques qui sont communs à la fois aux maladies cardiovasculaires et aux troubles bipolaires. Et ce sur quoi je voulais insister aujourd'hui, c'est que la fréquence et la présence de ces facteurs cardiovasculaires ont non seulement un impact sur la santé physique des individus, on l'a vu, ne serait-ce que sur l'espérance de vie, mais également sur l'évolution en elle-même du trouble bipolaire. Et on a pu montrer, par exemple, grâce aux données longitudinales et en suivant les individus au cours du temps, que la présence d'un syndrome métabolique était un facteur de risque de rechute thymique, notamment dans les troubles bipolaires de type 1, où était également associé que l'ensemble des facteurs de risque cardiovasculaire étaient associés à des performances cognitives plus faibles que les individus qui ne présentaient pas de syndrome métabolique ou de facteurs de risque cardiovasculaire. Donc la santé mentale et santé physique sont indissociables. L'ensemble de ce travail a vraiment permis de souligner l'importance de dépister systématiquement et surveiller en routine l'ensemble des facteurs de risque cardiovasculaire avec une approche et une prise en charge qui doit être vraiment multidisciplinaire. Grâce encore à la cohorte, on a pu ainsi disséminer l'ensemble des résultats aux professionnels de santé, sensibiliser les personnes concernées, comme on le fait encore aujourd'hui. Et puis, dans certains centres experts, on a pu mettre aussi en place des programmes qu'on appelle les programmes d'éducation thérapeutique, euh, ciblés sur la prise en charge du syndrome métabolique. Donc, je sais qu'il y a un groupe comme ça, par exemple, dans le centre expert de Montpellier. C'est le cas également à Créteil, qui vient tout juste de se mettre en place. À Fernand Vidal aussi, ils ont un groupe autour le style de vie et le syndrome métabolique en particulier. Et puis pour finir, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau individuel? Eh ben, je vous ai noté ici quelques actions que vous pouvez essayer d'adopter, à savoir essayer de prendre rendez-vous régulièrement chez son médecin traitant pour demander un bilan sanguin, ne pas hésiter de parler des effets secondaires des traitements à son psychiatre, essayer d'adopter une hygiène de vie saine avec une alimentation qui sera équilibrée, une activité physique régulière, diminuer, voire essayer d'arrêter la consommation de, de tabac, d'alcool et des autres drogues, avoir des rythmes de sommeil réguliers. Et puis, il y a un certain nombre d'études qui ont montré que des interventions de type psychoéducation ou stratégie comportementale pouvaient avoir un impact bénéfique, donc à la fois sur le poids et la santé physique, mais aussi sur la santé mentale des individus. Voilà, je vous remercie de votre attention et je passe la parole à mes collègues. Bonjour, si vous voyez mon écran, je m'appelle Oui, Estelle c'est bon. Benité, je suis psychiatre chercheuse au CHU de Montpellier avec professeur Courtet notamment. Et donc, je vais vous présenter en 5 minutes très rapidement les travaux sur la conduite suicidaire qui sont issus de cette cohorte de troubles bipolaires de FACE-BD. Maintenant, il y a plus de 12 études que j'ai retrouvées sur cette cohorte. Mais brièvement, ce qu'on sait, c'est qu'on a retrouvé qu'une personne sur trois à peu près atteinte de troubles bipolaires a déjà tenté de se suicider. Donc,
c'est un taux très élevé, beaucoup plus élevé que dans la population générale. Donc, on sait que c'est un vrai problème dans le trouble bipolaire. Et donc, c'est aussi en partie pour ça qu'on essaie de rechercher des facteurs de risque ou d'autres facteurs associés. Ce qu'on a retrouvé dans cette cohorte FSBD sur des facteurs de vulnérabilité, on revient un peu à cette trauma dans l'enfance qui a mentionné le professeur Courtet, la maltraitance dans l'enfance, qui est déjà très fréquente dans le trouble bipolaire, mais qui est aussi associée au risque accru des tentatives de suicide chez les personnes souffrant de trouble bipolaire. Et à côté de ça, il y a plusieurs facteurs de vulnérabilité psychologique. Donc, si vous êtes dans cette cohorte, peut-être vous avez rempli plusieurs questionnaires sur l'impulsivité ou l'habilité affective, ce qui nous a permis aussi d'avoir des facteurs de vulnérabilité psychologique associés aux conduites suicidaires. C'est qu'on a vu que l'habilité affective évolue sur ces échelles peut prédire l'apparition des idées suicidaires sur 2 ans. Donc, on peut peut-être intervenir sur ça, peut-être avec des thérapies axées. Aussi, un autre facteur lié, c'est l'impulsivité qui est associée aux antécédents des tentatives de suicide, mais qui est aussi avec des approches statistiques qui a été montré à pouvoir on peut expliquer l'association entre la maltraitance dans l'enfance et des tentatives de suicide. Et c'est qu'on sait aussi que chez les personnes bipolaires, même en rémission, ça veut dire sans symptômes dépressifs actuels ou sans symptômes maniaques actuels, une hyperactivité émotionnelle qui est quand même liée à ce trouble est aussi associée à un risque accru de tentatives de suicide. Même sans symptômes dépressifs, il y a certains traits psychologiques, des vulnérabilités psychologiques qui quand même peuvent persister. D'autres facteurs qui sont peut-être plus faciles à adresser que là, pour vous-même, ce sont des facteurs de risque ou des comorbidités comme troubles alimentaires. On sait qu'elles sont fréquentes dans le trouble bipolaire, mais que surtout anorexie mentale est associée au risque accru des tentatives de suicide. Ce qui est plus facile peut-être à changer, à modifier, c'est surtout le tabac. Il y a beaucoup de fumeurs parmi des patients bipolaires, mais on sait aussi que des patients bipolaires qui ont fait une tentative de suicide, ils présentent 3 fois plus souvent une dépendance sévère au tabac. Donc, il y a un lien qui est très fort entre ces deux comportements, donc tabac et conduite suicidaire. Et des troubles de sommeil qui sont aussi fréquents dans le trouble bipolaire. On sait que des personnes qui souffrent de troubles de sommeil, ils ont beaucoup plus d'idées suicidaires, mais aussi des tentatives de suicide. Et ça peut changer pour vous en tant que personne souffrant de troubles bipolaires. Il faut réfléchir à une prise en charge plus globale, mais aussi peut-être axer ces facteurs de risque, comme par exemple le tabac et le sommeil, pour réduire les risques suicidaires dans la future. Ce qui est aussi intéressant, il y a maintenant quelques études qui ont tenté de voir qui est la personne suicidaire parmi les personnes bipolaires. Et les études ont retrouvé ce qui est assez intéressant, mais qui a aussi un message, je pense, assez fort, qu'il faut bien collaborer avec votre psychiatre et parler de vos émotions ou de vos idées suicidaires. Il y a une certaine discordance dans l'évaluation des idées suicidaires. Ce qui veut dire discordance, qu'il n'y a pas, les psychiatres peuvent dire que vous avez pas des idées suicidaires sur une échelle, mais vous-même, vous auto-évaluez que vous avez quand même ces idées suicidaires. Et c'est quand même majorité des personnes qui ont cette discordance entre l'auto-évaluation, donc évaluation par vous-même, et évaluation par les cliniciens, donc les psychiatres. Et c'est qu'on a retrouvé surtout que les personnes qui ont une dépression légère ou asymptomatique même, les idées suicidaires sont souvent sous-évaluées par les cliniciens. Donc peut-être que les personnes sont plutôt les experts de leur propre souffrance, leur propre maladie. C'est qu'on sait aussi que les personnes avec idéation suicidaire normalement, ils ont une dépression plus sévère. C'est aussi peut-être pour ça les cliniciens ont une tendance à associer les deux choses. Et aussi, ils ont plus d'altérations de fonctionnement global, plus de difficultés dans la vie quotidienne. Et on sait aussi que si on a des idées suicidaires là aujourd'hui, on monte le risque d'avoir aussi des idées suicidaires dans la future, dans la période qui peut aller jusqu'à 2 ans de suivi.
Et donc, ça a une implication clinique et c'est vraiment une nécessité de collaborer avec votre psychiatre et aussi qu'il faut un suivi rapproché, surtout s'il y a des idées suicidaires ou conduites suicidaires là. En parlant de biomarqueurs ou mesures biologiques, comme professeur Cortet aussi a mentionné, maintenant il y a plusieurs études qui vont se mettre en place, mais sur les études existantes, ce qu'on a déjà retrouvé un peu dans les cohortes, on a retrouvé que des personnes avec des idéations suicidaires avaient peut-être un taux élevé de plaquettes dans le sang, qui a peut-être, il y a certaines théories biologiques. Et un lien aussi avec syndrome métabolique qui a été décrit par Ophélia Godin. Nous avons retrouvé que chez les personnes surtout plus âgées, les tentatives de suicide violentes, ça veut dire par pendaison ou d'autres types violents, ces tentatives de suicide associées à une obésité abdominale, à un syndrome aussi métabolique et à une mémoire verbale altérée. Et ça a une implication que peut-être on pourrait identifier dans le futur, mais aussi en intégrant ces facteurs-là les profils biologiques pour pouvoir identifier les risques suicidaires et aussi prédire peut-être des conduites suicidaires. Et une perspective thérapeutique, une étude sur lithium, on revient à lithium aussi de nouveau, a retrouvé que des personnes traitées par lithium rapportaient moins de douleurs physiques. Et comme on sait que le lithium peut réduire les risques suicidaires, ça peut avoir une implication que peut-être ça contribue à la réduction de conduite suicidaire chez les personnes qui prennent le lithium comme traitement. Voilà. Ben, je suis ravi de participer à cette revue, un petit peu de résultats, d'intérêts et de perspectives liées à la cohorte, en particulier sur l'aspect sur la partie de la cohorte qui concerne les patients souffrant de troubles bipolaires. Je vais dire des choses qui ont déjà été évoquées, mais ça permet de valoriser un petit peu plus ces résultats avec vous et peut-être d'aller un petit peu plus loin sur les questions justement de comment on passe de l'individu qui participe au projet de recherche et comment on génère ces résultats et comment à l'envers en fait on va repartir de ces résultats vers les trajectoires individuelles. Donc je suis PUPH en psychiatrie et je travaille également au CHU de Montpellier avec le professeur Courtet et le docteur Lévesque. Alors la première chose que je voulais redire et qui me semble vraiment quelque chose d'important, c'est que finalement, on dit souvent que participer à la recherche, c'est quelque chose qui est fait sans bénéfice direct, c'est-à-dire que bah, quand on s'insère dans un projet de recherche, on donne de sa personne, de son temps, mais on n'obtient pas de bénéfice direct, c'est-à-dire que en gros, bah, chacun continue sa trajectoire de soins et son parcours de soins de façon voilà, sans différence. Et en fait, je crois qu'on peut dire, et je crois que mes collègues seront d'accord avec moi, on peut affirmer que malgré tout, la participation à ces cohortes, le fait de bénéficier de ces évaluations précises, bah, ça permet d'avoir des résultats sur la santé des individus. Et un résultat fondamental, hein, c'est la réduction du nombre de rechutes et la réduction du nombre d'hospitalisations dans le suivi des 2 ans. Alors, ça a déjà été évoqué. Et vous le voyez là de façon plus précise, hein. On voit qu'en fait, un patient sur deux pratiquement avait une hospitalisation dans les périodes qui précédaient la prise en charge. Et ce taux ce nombre d'hospitalisations sur les périodes va diminuer de façon très, très significative. Donc, en fait, ce qu'on montre, c'est que à la fois le suivi standardisé, comme ça a été évoqué, l'évaluation standardisée permet de réduire le risque d'hospitalisation et le risque de rechute, et que, au fond, bah, participer à cette recherche, participer à cet effort collectif, donner de son temps pour ça, eh ben, ça permet probablement d'avoir une trajectoire d'amélioration. Alors, comme ça a été évoqué, on s'est beaucoup questionné sur les causes, hein, sur les mécanismes de cette amélioration. Et quelque chose qui a été évoqué, c'est les problèmes d'observance. Alors, on dit aussi beaucoup adhésion au traitement. Et qu'est-ce que c'est l'adhésion au traitement, hein? C'est le fait d'être partie prenante des traitements qui sont proposés, d'avoir conjointement adhéré, hein. Pour adhérer à quelque chose, il faut être deux participants. Et donc, adhérer, c'est à la fois de façon effective, prendre régulièrement son traitement, mais c'est aussi être pleinement d'accord, pleinement conscient
que c'est une bonne chose dans ses propres représentations et avoir un niveau de tolérance satisfaisant. Donc vous voyez que l'adhésion au traitement, c'est pas juste ne pas oublier son traitement, hein. C'est vraiment quelque chose qui a des dimensions à la fois comportementales et à la fois psychologiques. Et en fait, ce qu'on a pu voir, c'est que au cours du temps, l'adhésion au traitement, elle varie beaucoup. Et si on prend à l'échelle individuelle, vous voyez toutes ces toutes petites courbes vertes, rouges, bleues dans le premier graphique, bah, chaque patient a une évolution de son adhérence qui est variable d'un moment à l'autre, à la faveur ou à la défaveur de difficultés, de nouveaux effets secondaires, de difficultés dans la vie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que plutôt que de faire des moyennes de comportement, on peut utiliser des méthodes statistiques qui permettent de voir s'il existe des groupes de trajectoires un petit peu différents. Et c'est ce qu'on a fait quand on a fait les droites épaisses que vous voyez, vertes, bleues et rouges. Et ce qu'on a constaté à travers la participation dans la cohorte des sujets, c'est il y avait trois groupes d'évolution de l'observance. On a des groupes d'évolution de l'observance qui sont des patients qui globalement ont une observance de bonne qualité et qui s'améliorent sensiblement de façon modeste mais importante, c'est les trajectoires vertes que vous voyez. Vous avez un autre groupe très important qui est le groupe bleu, qui, quand il commence son suivi dans les centres experts, en fait, a un niveau d'observance qui est extrêmement faible, mais qui, au fur et à mesure du temps, vous voyez, cette courbe bleue va considérablement s'améliorer. Et puis, malheureusement, des patients qui restent dans un niveau d'observance inadéquat, voire avec une légère diminution, ce qui montre bien d'ailleurs que l'efficacité des mesures que nous avons mis en place dans les centres experts, aujourd'hui, elle ne fonctionne pas chez tout le monde. Aujourd'hui, elle fonctionne globalement en moyenne, mais il nous reste encore des efforts pour identifier les patients qui ont besoin de d'autres types d'interventions. Et puis, dernier point, c'est la question des conséquences sur le système de soins. Et je peux détailler les choses de façon plus précise en vous montrant les graphiques de la publication qui a déjà été citée, car vous voyez sur le graphique, en particulier le coût moyen, les dépenses de santé moyennes qui sont liées aux troubles bipolaires. En bleu, c'est en fait ce qui s'est passé avant la participation à la cohorte, avant la participation et les évaluations des centres experts. Et vous voyez que de façon moyenne, vous avez une diminution des coûts qui est vraiment extrêmement importante. Alors après, je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi les diminutions médianes sont un peu moins spectaculaires, mais on retrouve dans cette différence entre la diminution moyenne et la diminution médiane le fait qu'il y a une hétérogénéité de la réponse, de l'efficacité des mesures qu'on prend, et on a besoin de continuer à faire de la recherche, probablement d'ailleurs en utilisant les biomarqueurs pour améliorer encore ces résultats et l'amélioration dont les patients bénéficient. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous le voulez bien, on va passer au mot de conclusion du coup par le professeur Lorca, puisqu'il est déjà 19 heures passées. Oui, il y a une question qui a été posée dans la conversation sur participer à une cohorte et on va y venir. Alors, on revient sur les intérêts d'une cohorte, hein. On a vu l'intérêt que ça présente et puis on vous a présenté les différents résultats qui fournissent beaucoup d'informations sur la maladie, son évolution, la manière dont on peut essayer d'améliorer la prise en charge et donc qui sont vraiment majeurs. Mais en fait, l'idée, c'est de pouvoir poursuivre ces travaux et vous avez vu que c'était une période 2015-2025 et aujourd'hui, un nouveau programme de psychiatrie de précision avec dirigé du plan scientifique par le professeur Le Boyer, dont je suis l'utilisateur principal, que va être centré autour d'une cohorte qui s'appelle French Minds et en fait, dont je vais vous parler rapidement, qui va approfondir le travail qui a commencé à être mené depuis 10 ans. Alors, la notion de psychiatrie de précision, parce que le programme ProPsy, c'est pour la psychiatrie de précision, c'est un programme de psychiatrie de précision. La constatation qu'on fait, alors c'est valable pour le trouble bipolaire, c'est valable pour le trouble schizophrénique et les autres troubles psychiatriques, les pathologies sont souvent, ces troubles sont souvent très hétérogènes, avec des expressions symptomatiques variables, qui peuvent évoluer aussi dans le temps et qui sont avec parfois des associations de pathologies, des comorbidités qui rendent extrêmement complexes et qui sont liées justement à la complexité et à la manière dont on les sépare les unes des autres. On sépare ces troubles les uns des autres d'une façon parfois artificielle.
Par ailleurs, les thérapeutiques, eh ben, on a tendance à avoir des pathologies pour lesquelles on utilise des thérapeutiques souvent assez communes. On utilise des antiépileptiques, des antipsychotiques, des antidépresseurs dans le trouble bipolaire. On les utilise également dans les troubles schizophréniques. On les utilise également dans certaines dépressions, etc. Donc, il y a une certaine confusion autour de cela, avec une efficacité indéniable dans un certain nombre de cas, mais une efficacité qui est parfois pas pour tout le monde et donc qu'on peut probablement optimiser. Donc l'idée de la psychiatrie de précision, c'est d'essayer de spécifier l'état clinique de chaque individu avec une meilleure compréhension du trouble qui existe et de pouvoir mettre en place des stratégies qui soient adaptées à chaque individu. Donc l'objectif, c'est de ce nouveau projet de cohorte, c'est de pouvoir faire un phénotypage, une caractérisation des patients sur le plan de la clinique, donc des symptômes, des signes qu'on observe, sur l'aspect cognitif, c'est-à-dire les fonctionnements de pensée, pour faire simple, sur l'utilisation d'outils digitaux qui ont été évoqués, qui sont extrêmement importants pour recueillir des informations qu'on ne peut pas recueillir habituellement, sur la notion d'exposome, c'est-à-dire l'environnement, puis ensuite tous les aspects des omiques, et bien sûr les aspects d'imagerie qui sont très importants. Alors, la médecine de précision, elle a commencé au milieu du XXe siècle avec cette grande cohorte qui a été menée, qui a permis la définition du seuil d'hypertension, qui veut dire, bah, on ne se contente pas de dire la tension elle est haute, basse, moyenne, on ne sait pas très bien, mais on a pu définir un seuil qui, à partir duquel on a un risque significatif associé à une tension élevée par rapport à ce seuil, plus élevé que ce seuil, un risque significatif au niveau de la santé cardiovasculaire. Le génotypage de l'ensemble du génome humain, il y a 20 ans, plus de 20 ans, a permis aussi d'identifier un certain nombre de variants génétiques dont un certain nombre ont pu trouver leur place dans la stratégie de description de certains types de cancers qui sont associés dans un certain nombre de cas, pas tous les cancers, mais un certain nombre de cas sont associés à des spécificités génétiques et donc qui a permis d'avoir des stratégies adaptées pour les groupes de patients ou patientes qui souffrent de ces cancers et donc d'améliorer l'efficacité des traitements. En neurologie, très récemment, on a pu définir, avec une meilleure compréhension qui a été très progressivement au cours des 30 dernières années de la maladie d'Alzheimer, d'un biomarqueur et des stratégies thérapeutiques qui sont en cours, dont on peut espérer qu'elles auront un impact plus important que les stratégies connues jusqu'à présent. En psychiatrie, qu'allons-nous faire? Donc l'objectif, c'est vous voyez, vous reconnaissez la carte de France avec les différents centres, en élargissant les différents centres aux centres experts dans les différentes pathologies, mais aussi au centre du RHU psychiatre, qui est un autre dispositif qui a été mis en place pour les premiers épisodes. On va explorer des patients présentant des troubles bipolaires, des troubles du spectre autistique sans déficit intellectuel, des troubles schizophréniques et des dépressions récurrentes, pour justement recueillir dans une logique de cohorte, une fois de plus, donc avec, dans ce cas-là, et je vais y revenir, deux évaluations, les caractérisations cliniques, bien sûr, les caractérisations omiques, l'aspect génomique, métabolomique, protéomique, épigénétique, immunologique, et puis utiliser des outils numériques pour faire un recueil de l'activité et de beaucoup de paramètres qu'on peut mettre en évidence, notamment par exemple le sommeil, avec des outils comme des montres connectées qui permettront de recueillir en direct pendant un certain temps ces éléments-là, puis l'imagerie cérébrale qui va être répartie sur le territoire. Et ce projet de psychiatrie de précision, c'est cette cohorte, mais aussi des financements spécifiques qui vont s'étaler sur les 5 ans à venir pour faire des études animales pour améliorer les modèles de compréhension des troubles psychiatriques. Deuxièmement, mettre en place des études cliniques particulières spécifiques, par exemple sur des stratégies de neuromodulation, par exemple sur l'utilisation de traitements immunomodulateurs, ce qui est un autre sujet, mais qui va bien dans tous les stratégies thérapeutiques qu'on a pu évoquer, et donc qui viseront à essayer de retrouver ces traitements très spécifiques. L'objectif est par ailleurs, à côté de ces éléments scientifiques, de favoriser un partenariat entre, par exemple, des startups et le monde académique pour favoriser l'innovation et l'accès à l'innovation pour les patients. Et puis enfin, des actions de communication, de formation des professionnels, des personnes concernées, de façon à justement favoriser, accélérer le transfert des connaissances qu'on peut élaborer vers
le soin et donc l'amélioration des soins pour tous les patients souffrant des différentes pathologies psychiatriques. Donc, l'idée est de vraiment de collecter des informations, des données à l'aide des différents outils, puis de les rassembler, de les homogénéiser, c'est pas exactement le terme, mais en tout cas d'en faire des variables qui sont utilisables et des grandes quantités de variables pour chaque patient avec une grande quantité de patients, ce qui va nous permettre de recueillir toutes ces informations et justement d'arriver à modéliser des, 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 des- pour avoir justement des modèles de compréhension physiopathologique de la maladie et d'apparition des troubles. Donc c'est vraiment très important. C'est des choses qu'on a déjà commencé à faire et on a vu les résultats qu'ont pu produire les cohortes que nous avons pu mener sur les 10 dernières années. Ça, vous voyez, c'est le parcours d'un patient, deux évaluations qui comprendront ben, des évaluations cliniques, des évaluations psychologiques, l'IRM, l'utilisation d'outils connectés, des prélèvements biologiques pour avoir toutes ces informations, en sachant qu'on va essayer de faire en sorte de pouvoir pratiquer pas mal de ces évaluations avec des outils qui pourront être faits, ben, pas forcément en milieu hospitalier, chez soi, et puis de rendre cela plus facile, bien que ces évaluations très minutieuses, comme il a été évoqué à plusieurs reprises, nécessitent justement toute cette infrastructure à mettre en œuvre de façon à recueillir toutes ces informations. Donc, très pratiquement, on devrait commencer cette année en septembre 2025. Ça demande, vous imaginez, une infrastructure assez complexe à mettre en place. On s'adosse sur toute l'infrastructure qu'on a pu mettre en place au cours des 10 dernières années et sur la réalité des compétences qui sont élaborées, des réseaux qui permettent justement de travailler ensemble pour inclure 2500 patients présentant les différents troubles que j'ai évoqués et 500 témoins. Donc, vous voyez un enjeu très, très important et des difficultés à venir que nous allons surmonter, je n'en doute pas, une à une, avec une durée d'inclusion de 3 ans. Et puis, vous voyez, des possibilités d'indemnisation des patients parce qu'on sait que c'est difficile. Et donc, tous ces experts réunis dans ce même objectif. Alors, un élément important qu'on tient à préciser, c'est l'attention particulière qu'on prête aux données qu'on va recueillir, qui seront pseudonymisées, c'est-à-dire on ne peut pas les identifier directement, et qui seront stockées dans, bien sûr, les respects de la réglementation, ce qui est vraiment le minimum, mais aussi dans un niveau de sécurité le plus important qu'on puisse mettre en œuvre, de façon à avoir véritablement ces données qu'on collecte qui sont liées à votre engagement, ben, on vous doit cette attention-là pour éviter une quelconque mauvaise utilisation de ces données. Donc, c'est vraiment très important et donc on tient à le préciser. Et vous pouvez nous interroger avec le mail qui est situé en dessous par rapport à cela. Donc, vous voyez la possibilité de participer à une cohorte. Il y a des différents centres qui vont se déployer. Et donc, si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, ben, allez voir, interrogez-nous. Il y a un site dédié au PEPR, ProPsy, et vous pouvez aller voir sur le site de la Fondation fondamentale, sur le site du PEPR ProPsy, et vous aurez toutes les informations. Une fois de plus, on est ravi d'avoir pu partager cela avec vous, toutes ces informations. Merci de votre engagement qui a permis, comme vous l'avez vu, de générer beaucoup d'informations et on l'espère des avancées dans la prise en charge. Et voyez que un projet enthousiasmant est devant nous et si vous souhaitez vous y associer, vous serez bien entendu les bienvenus. Et merci encore.